Bonjour, je suis Nadine Kenem, CEO de PwC en Afrique francophone subsaharienne, et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de PwC Solver Talks. À titre de rappel, nous avons initié les PwC Solver Talks afin d'entamer une réflexion prospective sur les pistes de solutions, sur les perspectives pour pouvoir trouver des solutions assez concrètes aux challenges, aux freins du développement de l'Afrique et de l'Afrique subsaharienne en particulier, en touchant différents thèmes qui touchent aux enjeux et aux défis de notre région, à savoir la santé, l'éducation, la gouvernance, les infrastructures, le leadership, l'accès aux énergies, l'accès à l'eau potable, l'industrialisation de l'Afrique et plusieurs autres défis. Sachant, et il est très clair, que plusieurs analystes de l'Afrique s'accordent pour dire que notre défi en Afrique n'est ni la pauvreté, ni l'absence de compétences, ni même l'absence de liquidité ou de fonds. Ce sont surtout nos structures sociales, politiques et économiques qui freinent le développement de notre potentiel. Et jusqu'à présent, les solutions apportées, les réponses apportées n'ont pas permis de produire les effets escomptés, alors même que nous accordons tous pour dire que l'Afrique a des atouts. Alors, comment nous allons faire pour que ces atouts deviennent véritablement des game changers? Pour répondre à ces questions et sur ces différents thèmes, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Monsieur Ouattara, Monsieur Eric Ouattara. Vous êtes conseiller technique au ministère du Commerce, Industrie et Promotion des petites et moyennes entreprises. Vous êtes diplômé de l'Institut de technique de banque de Paris et vous avez une très forte et longue expérience dans le domaine bancaire. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et avec nous, M. Bouti Fadiga, qui est associé PwC Afrique francophone subsaharienne et qui est également le country senior partner de PwC en Côte d'Ivoire. Merci. Ce que je vous propose pour l'entretien de ce jour, c'est d'examiner trois thèmes, trois sujets assez importants pour nous en Afrique. C'est l'industrialisation de l'Afrique. C'est également l'accès des PME au financement et c'est la question des énergies renouvelables. Et je vous propose de l'aborder sous le cadre que nous avons appelé chez PwC AGAT pour décrire les différentes méga-tendances qui façonnent notre monde. A, pour parler de l'asymétrie entre les différentes régions du monde. D, pour parler de la disruption. Pas simplement technologique, mais nous l'avons vu récemment avec la disruption sanitaire, Covid-19. A également pour appeler l'âge, la croissance en âge des différentes populations dans le monde, qui a une très forte tendance au niveau de l'Afrique. P pour la polarisation, qui sont les différentes fractures sociales qu'on peut observer au sein du monde, au sein des continents, voire même au sein d'un même pays. Et enfin, T pour le trust, c'est-à-dire la confiance. Les citoyens exigent de plus en plus de transparence et d'intégrité de la part des institutions. C'est donc autour de ce prisme, messieurs, que je vous propose d'aborder les trois thèmes. Mais au préalable, je voudrais, Monsieur Ouattara, en votre qualité de conseiller technique, que vous puissiez en quelques mots nous présenter les missions de votre ministère et les challenges auxquels vous êtes confrontés. Au lieu de continuer à s'appuyer sur le secteur public et de voir en fait le dynamisme en fait venir du secteur public, on a choisi au niveau du gouvernement ivoirien de s'assurer que le secteur privé peut impulser les transformations et peut amener de l'emploi d'abord et peut amener l'ensemble des jeunes qui sortent chaque année en fait du système scolaire par le haut ou par le bas à pouvoir trouver un emploi, à pouvoir prendre en charge leur famille et à pouvoir participer au développement de leur pays, de leur ville et de leur continent. Donc en fait, ce ministère est un ministère clé pour transverse pour pouvoir essayer de
combler en fait toutes les attentes du secteur privé et notamment la grosse problématique en Afrique qu'on a concernant le secteur informel. Pouvoir impulser en fait une sortie en fait de tous ceux qui se retrouvent dans le secteur informel par le haut pour qu'ils puissent formaliser et pouvoir aider à avancer et pouvoir en fait élargir la base fiscale et pouvoir en fait participer vraiment au développement de leur pays. Est-ce que vous avez des challenges dans le cadre de l'exercice de ces missions? Oui, on a des challenges qui sont assez importants. Le plus important, c'est que malheureusement, comme dans beaucoup de pays africains, très peu d'entreprises, les plus grosses entreprises et les entreprises de taille moyenne structurées, en fait, sont celles qui payent les impôts et sont celles qui amènent, en fait, l'État à pouvoir prendre en charge tout ce qu'il doit prendre en charge. Alors qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une base fiscale qui est très large, mais en fait, il y a pas mal d'acteurs qui sont éliminés, qui ne participent pas à cette base fiscale. Donc, en fait, le gros challenge, c'est d'essayer d'amener toutes les PME et toutes les PMI et toutes les TPE à réellement participer à l'économie et à participer de façon formelle et à être vraiment insérés à tous les niveaux et à pouvoir identifier correctement, géolocaliser et pouvoir avoir accès à tout ce que l'État peut leur proposer, notamment en termes de financement, en termes de structuration. Et aujourd'hui, c'est ces challenges-là qu'on essaie de résoudre. C'est aider en fait tout ce secteur informel à pouvoir participer réellement à l'économie de façon active et à jouer leur rôle, avoir la considération qu'ils méritent et pouvoir en fait aider nos États à avancer. C'est ce que l'Asie a réussi et c'est ce qu'on doit essayer de faire pour atteindre en fait les niveaux de développement qu'ils sont en train d'atteindre en Asie. Et lorsque vous dites l'Asie a réussi, c'est parce qu'on a noté une véritable transformation structurelle en Asie et qui est passée notamment par une forte industrialisation. Et ça me permet donc d'aborder le premier thème de notre entretien, à savoir les voies et moyens de l'industrialisation en Afrique. Ce qu'on observe et que nous avons noté dans une étude PwC intitulée L'industrialisation en Afrique, comment accélérer durablement le potentiel industriel en Afrique, nous observons que l'industrie participe de manière très marginale à la croissance de l'économie. Lorsqu'on regarde au cours des 3 à 4 dernières décennies, on avait noté un pic de croissance, un niveau de croissance qui commençait à devenir acceptable, avec une valeur ajoutée manufacturière qui pouvait représenter pour l'Afrique subsaharienne jusqu'à 14% du PIB et 19% pour l'Afrique du Sud. Simplement, depuis 2003, on note un ralentissement important. Et le ralentissement est tellement important qu'en dehors de l'Afrique du Sud et de certains pays de l'Afrique du Nord, cette valeur ajoutée manufacturière est très faible. Donc, plus de 95% des pays en Afrique, soit à peu près 800 millions de personnes, vivent dans des pays où cette valeur représente à peine $100 par habitant. Alors même qu'elle s'élève à plus de 620 $ pour le Brésil, 820 $ pour la Chine, 3160 pour le Royaume-Uni et bien sûr plus de 5000 $ pour les États-Unis. Non, c'est fondamental. En fait, c'est pour ça que dans le cadre du PND, du Plan national de développement, le gouvernement ivoirien a choisi la transformation structurelle de notre économie. Et lorsqu'on parle de transformation structurelle de notre économie, c'est la transformation structurelle de l'économie à travers l'industrialisation. On a véritablement, au début des indépendances, vu un démarrage et structurellement, l'industrie était en train d'atteindre un certain niveau. On a noté sur les 10-15 dernières années un retard certain concernant l'industrialisation. Aujourd'hui, l'Afrique importe quasiment tout parce qu'on n'a pas d'industries qui sont capables de remplacer en fait les produits qu'on va prendre en Chine, qu'on va prendre en Europe et qu'on va prendre en Amérique. Et aujourd'hui, l'Afrique subsaharienne notamment importe à peu près tout d'Europe et d'Asie, et aussi des États-Unis et du Canada, ou même de pays comme le Brésil, tout simplement parce que nos industries ne sont pas assez compétitives. Notre industrie a un gros problème. Pourquoi elle n'est pas assez compétitive? Elle manque d'électricité. Il n'y a pas d'électricité à un coût intéressant pour pouvoir permettre
de développer de façon structurelle notre économie. Dans un pays comme le Nigeria, qui est la première économie d'Afrique, la problématique de l'électricité, notamment de l'électricité pour tout un chacun, pour chaque petite activité, et quasiment chacun a un groupe électrogène au Nigeria, malheureusement. Les grandes industries, en fait, ont leurs propres moyens de produire l'électricité pour pouvoir produire au Nigeria. Et ça démontre, en Afrique du Sud, on est passé d'un pays qui était quasiment le pays le plus en avance au niveau électricité à un pays qui a des problématiques majeures, en fait, concernant l'électrification de l'ensemble de la population. Et tout ça conduit, en fait, à un recul très net de notre potentiel industriel. Aujourd'hui, dans un pays comme la Côte d'Ivoire et au niveau de l'UEMOA, on a compris cette problématique et c'est ça qu'on essaie d'atteindre. On ne pourra atteindre de façon structurelle et de façon ordonnée et avoir une croissance certaine de notre industrie si on n'arrive pas à gérer les problèmes d'électricité. Ça, c'est la première et la problématique. On a aussi une grosse problématique au niveau de l'industrie, c'est le retard, en fait, dans notre formation, et notamment dans les formations techniques et professionnelles. Nos pays africains, après les indépendances, ont eu des qualités de formation à peu près à tous les niveaux. Et aujourd'hui, on a pris un retard certain, notamment quand on nous compare à tous les dragons d'Asie, à la Chine, à l'Inde, qui, eux, ont réussi à maintenir et à améliorer la qualité de leur formation, et notamment la formation technique et professionnelle. C'est vraiment des grosses problématiques. Aujourd'hui, je pense que au niveau africain, on s'est rendu compte de ces réalités, et c'est vraiment ces problématiques que chacun des gouvernements essaie d'atteindre. On a un gros retard, mais on a pris conscience, en fait, de ces problématiques, et c'est ce que chacun de nos gouvernements essaie d'atteindre, notamment en Côte d'Ivoire et à travers l'UEMOA. C'est vraiment des problématiques qu'on essaie d'atteindre parce qu'on sait que sans résoudre de façon certaine ces problématiques, on ne pourra pas avancer. Exactement. Et M. Ouattara, dites-nous, une action, par exemple, importante qui peut avoir un impact très important pour la question de l'électricité. Quelle est cette action donc suivie par les gouvernements, aussi bien en zone UEMOA et également en Côte d'Ivoire? Et j'aurai la même question pour ce qui concerne le contenu des programmes, le contenu de formation qui permet à nos jeunes d'être outillés, soit pour adhérer à des projets industriels, soit même pour en être producteur. Au niveau de la Côte d'Ivoire, la problématique majeure qu'on essaie de résoudre, c'est en fait de continuer à croître au niveau production de l'électricité pour l'ensemble du pays. Et on a aussi, en fait, un travail au niveau de l'UEMOA et au niveau de l'ensemble de la CEDEAO sur les problématiques d'interconnexion électrique. Parce qu'il arrive qu'on ait des pics de production où on ne peut pas consommer localement, en fait, toute cette énergie, alors que d'autres pays ont à ces moments-là des déficits, et à d'autres moments, ces pays-là ont des pics de production qu'ils n'arrivent pas. Donc, l'interconnexion est fondamentale. Quand on regarde, par exemple, l'Europe, ce que l'Europe a réussi à atteindre, et avec certains pays qui avaient des problématiques, en fait, majeures concernant l'électrification, c'est d'avoir un système interconnecté qui permet de tirer l'ensemble des pays d'une certaine région vers le haut, en fait, en permettant de produire plus, de produire à moins de coûts et de produire une électricité bon marché et disponible pour l'ensemble des acteurs économiques et pour l'ensemble des populations. Donc, en fait, il y a des programmes de développement qui sont pris en charge en partie par les bailleurs de fonds et en partie par les organisations sous-régionales et les gouvernements pour en fait sortir vers le haut. La Côte d'Ivoire est un pays qui est un peu mieux que la plupart des pays en Afrique concernant l'électricité. Mais elle a aussi des problématiques majeures. Parce qu'il suffit pas de produire. Il faut non seulement produire, mais il faut transporter et distribuer. Et ces problématiques-là, en fait, sont majeures. Parfois, on produit suffisamment, mais on n'arrive pas à transporter et à distribuer à des coûts abordables. Et transporter et distribuer où les populations, les bassins de population, où les activités économiques sont. On a des activités minières qui parfois demandent des quantités énergétiques assez importantes et ça demande à voir en fait le maillage électrique sur l'ensemble d'un territoire, sur l'ensemble d'une région pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc je pense que c'est aussi des problématiques pour lesquelles nos gouvernements ont pris conscience, notamment le gouvernement ivoirien,
et il y a des partages, il y a des échanges qui ont lieu et qui permettent en fait d'essayer de résoudre ces problématiques, mais c'est vraiment des problématiques majeures. Vous avez parlé aussi d'une problématique qui est la formation, et notamment les formations de qualité, et les formations techniques et professionnelles. Je pense que c'est vraiment une problématique où, après un fort recul, nos gouvernements s'attellent à ces tâches et on essaie de corriger en fait ces problématiques. Parce qu'on a des jeunes et on a des populations de plus en plus jeunes, il faut pouvoir leur offrir des formations de qualité. Ça me permet de faire le lien avec l'outil pour savoir, parce que M. Ouattara dit qu'il y a le gouvernement, mais également les bailleurs de fonds. Et la question que j'ai, c'est est-ce qu'il ne faut pas également renforcer un partenaire privé pour accélérer donc l'éclosion de ce potentiel industriel, pour voir cette transformation de notre secteur industriel. Oui, effectivement. Alors, en matière de partenariat public-privé, bon, vous avez déjà évoqué le point de l'électricité. Bon, ben ça, on va y revenir tout à l'heure. Avant cela, c'est peut-être de rappeler que l'industrialisation suppose pas mal d'actions lourdes en amont. Il faut rendre l'électricité disponible, comme vous l'avez dit. Il faut créer également des zones industrielles. Il faut également faire des routes et des autoroutes afin donc que ces usines-là, parce que quand on parle d'industrialisation, il s'agit essentiellement de faire des usines, que ces usines puissent recevoir les intrants et que ces routes servent également à écouler la production. Si en amont, ces actions structurelles ne sont pas faites, il n'y a pas d'industrialisation. Et c'est là où l'État, justement, à travers les partenariats publics-privés, peut jouer un rôle pour impulser véritablement cette industrialisation. Quand on parle d'électricité, oui, en réalité, les gens qui veulent investir dans la production d'électricité dans nos pays africains et en Côte d'Ivoire en particulier, bon, je ne dirais pas que je connais mieux, puisque bon, cette problématique, on travaille là-dessus également dans d'autres pays africains en tant que Afrique francophone subsaharienne. Ils veulent investir, mais ils ont besoin généralement de quoi? D'une garantie d'achat de la production. Les IPP, les producteurs d'électricité indépendants, généralement, sont prêts à mettre de l'argent, mais à condition que l'État, via la société de commercialisation de l'électricité, garantisse l'achat de leur production. Cela ne peut se faire que dans le cadre d'un PPP. Voilà. Et en termes de PPP, bon, l'État peut jouer un rôle dans cette garantie, mais également, comme ça s'est fait pour certains barrages hydroélectriques, l'État peut construire, peut s'endetter pour construire afin que les usines puissent être alimentées à l'électricité. De l'autre côté, aujourd'hui, on parle d'énergie renouvelable, mais je pense que ça, on va y revenir tout à l'heure. Il y a également de formidables opportunités dans ce secteur. En dehors de l'électrification, il y a aussi les plateformes. Parce que l'industrie, ça marche aussi avec de vastes espaces qui sont viabilisés, qui sont aménagés et qui, dans certains cas, font l'objet de zones d'économie spéciale. Afin aussi, donc, de rendre ces produits-là compétitifs lorsqu'ils sortent du pays de fabrication. Mais pour faire les zones d'économie spéciale ou des zones industrielles, il faut plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Et l'État joue un rôle, en tout cas, bon, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Togo, bon, peut-être le Cameroun aussi, je ne sais pas s'il y a un tel programme. L'État joue un rôle de création de ces grandes et vastes plateformes afin que justement des industries puissent s'y installer et faire la production. Il en est de même des routes. Bon, il y a un concept qui se développe de plus en plus en Côte d'Ivoire ici, ce sont les routes et les autoroutes à péage. Si, en fait, vous faites des usines, mais qu'en réalité, il n'y a pas de route pour écouler la production industrielle qui s'est faite, ça ne sert à rien.
Aussi, ça doit se faire dans des conditions très difficiles. Le coût de revient est très élevé et finalement vos projets ne sont pas vos produits ne sont pas compétitifs. Voilà, donc le PPP dont tu parles, David, c'est vraiment ce qu'il faut faire pour booster cette industrialisation et c'est ce que tous les pays développés au monde ont fait au préalable. C'est un préalable vraiment par lequel il faut passer et il faut pouvoir justement le structurer. Mais afin que le PPP marche bien, il faut qu'il y ait un cadre PPP. Il faut qu'il y ait une loi PPP. Il faut qu'il y ait un comité de pilotage des PPP. Il faut qu'il y ait des évaluations a posteriori de la réalisation des engagements que les acteurs privés, mais également publics ont pris au départ. Voilà, donc c'est ce que je pouvais dire à ce sujet. Très bien. Et est-ce que vous dites d'outils nous permet de pouvoir considérer que quand on n'aura pas adressé durablement ces enjeux, M. Ouattara, on aura toujours affaire aux PME et aux PMI. Vous êtes conseiller technique au ministère du Commerce, Industrie et PME, Commission des PME. Ces PME, je pense, sans me tromper, pouvoir dire qu'elles représentent plus de 90% des entreprises en Afrique, donc y compris en Afrique subsaharienne, et elles représentent 40% du PIB et 60 à 80% des emplois. Or, il s'agit de petites et moyennes entreprises ou industries, voire de très petites entreprises ou de très petites industries. Aujourd'hui, avec les moyens qu'elles ont, elles arrivent à vivre, à survivre, mais en tout cas, c'est un élément important pour la croissance de notre économie et pour la création d'emplois. Or, ces PME et PMI font face à un besoin de financement de plus en plus important. Comment pensez-vous qu'au niveau, on va dire étatique, au niveau gouvernemental, on peut accélérer l'accès au financement de ces entreprises qui vont représenter 90% des entreprises dans le monde? La plupart des PME et des PMI, effectivement, en Afrique, qui représentent entre 70, 80 et 90%, en fait, des entreprises dans nos pays africains, sont malheureusement dans le secteur informel. En raison de leur structuration. Ils ont vraiment un problème de structuration et un problème de connaissance, en fait, de leurs produits, connaissance de leur marché et connaissance des possibilités qu'ils ont de pouvoir se financer. Aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'identifier ces entreprises, les faire se formaliser d'une façon ou d'une autre. En Côte d'Ivoire, par exemple, ce qui a été fait, il faut avoir un registre de commerce. Mais ces registres de commerce ont un certain coût et demandent un certain formalisme. Et la plupart de ces entreprises, 70 à 90% des entreprises, ne pouvaient pas faire face au coût et ne pouvaient pas faire face au formalisme. La géolocalisation, l'identification en fait du promoteur, un certain nombre de salariés qui doivent être identifiés, qui doivent être enregistrés, qui doivent à la CNPS, aux impôts. Donc en fait, aujourd'hui, l'État a simplifié ça et leur a permis d'avoir un statut de l'entrepreneur. Et le statut de l'entrepreneur, contrairement au registre de commerce qui coûtait 20 à 30 000 et qui demandait un certain nombre d'éléments à fournir, des factures, CIE, SODECI, identité du promoteur et tout, le statut d'entrepreneur est gratuit et permet de s'identifier immédiatement. Et avec le statut de l'entrepreneur, on peut faire quasiment la même chose que le registre de commerce peut faire. Je pense que la plupart des pays ont commencé à faire ça. Et il y a une chose que Douti a dite et qui est vraiment importante, c'est il faut des infrastructures. Et pour ces PME, PMI, arriver à pouvoir avoir accès à un financement, si vous n'êtes pas structuré, si vous n'êtes pas identifié, si vous n'êtes pas géolocalisé, vous ne pourrez avoir accès à rien. Et aujourd'hui, le gouvernement ivoirien et les autres gouvernements essaient de mettre en place un certain formalisme qui est un peu plus léger au niveau des formalités KYC,
KYT, Know Your Customer, Know Your Transaction. On simplifie ces procédures en termes de compliance pour pouvoir permettre à ces acteurs-là de rentrer, en fait, de se déclarer et de pouvoir finalement faire savoir qu'elles existent. Et puis de se structurer et de s'organiser en faitière pour qu'elles puissent, en fait, indiquer à l'État, voilà quels sont nos besoins, voilà quelles sont nos problématiques, pour que l'État, à ce niveau-là, voit ce qu'il est possible de faire, pour pouvoir les aider à s'en sortir. Au niveau de la Côte d'Ivoire, en fait, il y a un programme majeur qui a été lancé, qui est le guichet unique développement d'entreprise. Ce guichet unique développement d'entreprise, avec un volet financement à travers un fonds de garantie pour les PME, PMI, et avec un volet Côte d'Ivoire PME, qui a une agence qui aide les PME à se structurer, à se former et à savoir quels sont leurs droits, quels sont leurs devoirs, ce qu'elles peuvent faire, pouvoir en fait affronter en fait l'économie moderne dans laquelle on vit et savoir quelles sont les opportunités, quelles sont les possibilités qu'elles ont de pouvoir exporter à travers la ZLECAf, à travers l'UEMOA, à travers la CEDEAO, parce que ils font parfois des produits, il faut juste les aider à mieux les commercialiser, à mieux les finir, à mieux les présenter, à mieux les emballer, pour qu'ils puissent commencer à vendre localement à l'intérieur de leur pays et parfois à l'exportation. Et je pense que cette problématique-là, c'est mieux aider les entreprises à se structurer, à se former le personnel, aussi bien les dirigeants et ensuite leur permettre d'affronter les banques, le secteur bancaire, le secteur de la microfinance, le secteur de la microfinance, qui est demandeur, qui a des fonds, qui a des programmes pour pouvoir aider les PME, les PMI, les TPE, mais qui leur demandent de se structurer, de s'organiser et d'être un peu mieux capables de faire face aux conditions qui leur sont offertes et aux possibilités de crédit. Les possibilités de crédit existent. En fait, il faut qu'ils soient structurés, il faut qu'ils soient organisés, il faut qu'ils soient formés, il faut qu'ils le sachent pour pouvoir avoir accès à ces possibilités de crédit et pour pouvoir. Il y a des possibilités de crédit formelles, informelles, à travers les tontines au Cameroun. Le système des tontines marche très bien. Des grosses tontines ont pu créer des microfinances, des banques au Cameroun et un peu partout en Afrique centrale, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Mali. On voit aujourd'hui des grosses microfinances qui se mettent en place et qui peuvent organiser. Et la problématique, c'est de faire savoir ça aux structures du secteur informel, aux TPE, aux PME, aux femmes entrepreneurs, à travers les PME, les PMI, la petite transformation en Côte d'Ivoire. Il y a une vitalité extraordinaire de la petite transformation, notamment les femmes qui font de la tchéké, qui font du gari, et qui peuvent exporter très vite dans la sous-région en présentant mieux leurs produits, en finalisant un peu mieux ces produits et en ayant accès au secteur bancaire et financier formel. Exactement. Et est-ce que au niveau du ministère, vous tenez des statistiques pour les PME, TPE, d'entreprises qui ont adhéré au projet, qui ont adhéré au plan, qui se sont géolocalisées, structurées, qui ont reçu cet accompagnement. Et ces statistiques peuvent servir pour sensibiliser le plus grand nombre. Non, exactement. En Côte d'Ivoire, en fait, on a la chance d'avoir eu l'agence Côte d'Ivoire PME, qui a eu à travailler avec plus de 10 à 15 000 PME, PMI, TPE, et qui aujourd'hui a été transformée en une société d'État qui est mieux capitalisée, pour pouvoir faire face en fait à ce grand nombre de structures et même à des petites fintech, à des petites startups qui sont des jeunes qui créent leur entreprise, ils sont 1, 2, 3, et en fait leur faire comprendre qu'ils peuvent se structurer, qu'ils peuvent s'organiser. Et une fois qu'ils sont structurés et organisés, aujourd'hui il y a la Startup Act qui leur permettent de bénéficier d'un certain nombre d'accompagnements, de mesures de structuration. Donc aujourd'hui, en fait, c'est possible. Et je pense que ces jeunes-là ont l'avantage de bien connaître et de maîtriser généralement la technologie et les nouvelles, les NTIC. Et donc, en fait, c'est possible de leur faire savoir qu'il y a ces possibilités-là à travers les structures, à travers les différentes chambres consulaires, à travers les faîtières de PME, de PMI et les faîtières de très petites entreprises qui sont en place et qui essaient d'indiquer aux gens qu'est-ce qui est possible de faire. Parce qu'il y a un nombre de préalables qu'il faut mettre en place. De la même façon que Douti disait, on veut une industrialisation, il faut des infrastructures. On veut arriver en fait à
utiliser comme locomotive les PME, les PMI et les TPE, pouvoir sortir du secteur informel et pouvoir avoir une transformation structurelle de notre économie à travers la petite transformation, à travers l'industrialisation. C'est structurer ces entreprises, leur permettre d'avoir accès au système, au financement, pouvoir se développer, pouvoir employer de plus en plus de personnes. Et ça, c'est ce que le gouvernement ivoirien essaie d'atteindre. Est-ce que c'est facile? Non. Parce que c'est toujours difficile. Et en plus, parfois les programmes existent, les populations le sachent, mais ils doutent que ces programmes-là s'adressent à eux. Donc en fait, c'est le faire savoir, aller le plus souvent vers la société civile, dans les campagnes, dans tous les quartiers pour faire savoir que ces programmes existent et que ces programmes-là sont à leur disposition et peuvent leur permettre en fait de s'en sortir. C'est vraiment ça que le gouvernement essaie d'atteindre et c'est ce que les organisations patronales, le secteur, la combinaison entre le partenariat secteur public, secteur privé permet d'atteindre. Parce que c'est fondamental en fait d'utiliser cette dichotomie entre les deux pour pouvoir en fait s'en sortir. Vous avez raison, M. Ouattara, et c'est beaucoup plus important que lorsqu'on écoute des PME, elles vont dire oui, mais pour nous structurer, pour former, pour organiser la gouvernance de l'entreprise, j'ai besoin de financement. Et la SFI aujourd'hui va estimer ce déficit de financement en Afrique subsaharienne à plus de 330 milliards de dollars. Comment on peut faire pour contribuer à réduire ce déficit en financement? Alors, ce financement, en réalité, il s'agit ici d'un financement pour faire croître l'entreprise. C'est un financement de croissance. Qui, dans certains cas, représente aussi un financement d'expansion géographique ou de diversification du métier, ou même de meilleure structuration de l'entreprise elle-même. Et cela permet de faire le lien avec les conditions à remplir aussi pour bénéficier d'un financement. Parce que une PME, lorsqu'elle veut lever des financements et que les banques le refusent, elles le font sur la base de certains critères. Mais aujourd'hui, en réalité, les financements alternatifs se sont tellement développés que ce n'est plus vraiment un problème lorsqu'une banque ne veut pas faire de prêt. Pourquoi? Parce que quand on veut grandir, aujourd'hui, il y a énormément de fonds. Alors, il y a les fonds justement comme la SFI, la Société financière, il y a une filiale, la filiale du FMI qui s'occupe du secteur privé, qui fonctionne aussi, comme dans certains cas, comme un private equity fund. Là, c'est un private equity fund, mais l'objectif est le même, c'est d'injecter des fonds dans l'entreprise sous forme de prise de participation ou de prise de risque. Et puis, le financement ne sera rentabilisé que si l'entreprise elle-même est rentable. Donc, voilà, c'est une prise de risque qui est différente du modèle classique de financement bancaire où, bon, en fait, la banque prête, que l'entreprise marche ou que ça ne marche pas, il faut rembourser chaque année ou chaque trimestre ou chaque semestre les échéances qui sont prévues. Donc, ces fonds d'investissement ont été à la base du développement des PME aux 4 coins du monde. Et depuis, on va dire, une dizaine d'années, il y a un attrait important des PME en Afrique pour ces fonds-là. Maintenant, pour pouvoir le faire, il faudrait que la PME elle-même ait un minimum de structuration. Il faudrait qu'il y ait une comptabilité en bonne et due forme. Il faudrait qu'il y ait des règles minimales de bonne gestion qui soient appliquées de manière constante. Il faudrait que les impôts soient payés. Il faudrait que les cotisations sociales ou
fiscal également des employés qui travaillent soit fait. C'est-à-dire qu'il faut être une entreprise aussi citoyenne. Il faudrait également, lorsque ces fonds-là viennent, qu'il y ait une transparence dans la gestion des fonds. Et quand ces conditions sont remplies, et on est bien placé pour le dire, puisqu'on accompagne plusieurs entreprises dans l'ouverture de leur capital à des fonds d'investissement. À partir du moment où le marché existe, qu'il y a un potentiel de rentabilité et que sur les années précédentes, même si ce n'était pas de très grande rentabilité, le fonds se dit, bon, si j'injecte de l'argent, voilà une entreprise qui va pouvoir démultiplier ses bénéfices, en général, du fait. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de fonds pour pallier ou, je dirais, compléter l'action gouvernementale. Et là, je me retourne vers vous, M. Ouattara. Nous avons vu dans le passé, pour accompagner cette essor des PME, des fonds de garantie aux PME, des centres d'appui et surtout des banques PME. Mais dans la quasi-totalité de nos pays en Afrique, elles ont disparu. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, effectivement, en Afrique, en fait, spécialement en Afrique subsaharienne, la plupart des banques de développement, des banques spécialisées pour l'agriculture, des banques spécialisées pour le financement des PME, ont malheureusement connu des fortunes diverses, mais la plupart ont disparu, ont dû se restructurer. Et c'est l'une des grosses problématiques, en fait, concernant le développement, en fait, de la promotion des PME. Quand on regarde deux pays en Afrique, l'Afrique du Sud et le Maroc, qui sont deux des pays avec les secteurs bancaires financiers. Quand on parle de secteur bancaire financier et de financement alternatif, notamment les fonds, où ils ont un secteur bancaire et financier, un secteur en général qui est solide, qui est concret. Et donc, les entreprises, même les plus petites, ont des comptes. Parfois sur leur téléphone, sur leur tablette, et peuvent avoir accès d'une façon ou d'une autre à des financements. C'est moins le cas en Afrique subsaharienne, mais on est en train d'y arriver. Quand on prend aujourd'hui un pays comme le Nigeria, un pays comme le Ghana, un pays comme le Kenya, la Tanzanie, même la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a plus de 30 banques. Et à côté de ces 30 banques, on a beaucoup de grosses structures dans le domaine de la microfinance, dans le domaine de la mésofinance, et dans le domaine des différents fonds, des fonds d'amorçage, des fonds de soutien aux startups, des fonds des fonds d'investissement qui s'adressent à des niches et à différents types d'acteurs. Mais il y a une chose qui est fondamentale et que Douti a dit, il faut un minimum de structuration, il faut une comptabilité en place, il faut pouvoir identifier et géolocaliser l'entreprise et il faut des entreprises citoyennes. Parce que s'attendre à recevoir un financement, on a des droits et on a des devoirs. En fait, il faut faire d'abord la partie qui concerne l'entreprise, un minimum de structuration. Et après que l'entreprise soit structurée, elle peut avoir recours à un certain nombre de financements qui existent d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, en fait, l'État de Côte d'Ivoire est en train de restructurer l'ensemble de ses banques publiques pour pouvoir avoir accès à des banques dédiées plus spécifiquement aux PME, PMI, dédiées à l'agriculture, dédiées au développement, à sous toutes ces formes. Donc aujourd'hui, on s'est rendu compte que d'avoir beaucoup de banques, mais qui demeurent des banques uniquement généralistes, ce n'est pas la solution. Il faut offrir différents types de financement, y compris des financements alternatifs pour les startups, pour les fintech, et quand on parle de start-up, de fintech, ce qu'il faut bien comprendre, on ne parle pas uniquement de start-up et de fintech qui s'adressent à des entreprises. Il y a des start-up et des fintech qui existent dans le domaine agricole, dans le domaine du transport. On voit aujourd'hui avec Yango, avec Uber, et à côté de Yango et Uber, qui sont les acteurs pan-nationaux qui couvrent en fait plusieurs continents, on a les acteurs locaux qui développent des solutions réelles qui permettent à la population en fait de s'en sortir et qui arrivent à lever des financements. Des petits financements dans un premier temps et après des financements de plus en plus importants parce qu'ils font l'effort de se structurer, de s'organiser
et d'avoir une comptabilité, une fiscalité, et d'être véritablement une entreprise citoyenne. Donc c'est possible en Afrique, en développant son activité, en se structurant, d'avoir accès à des financements. Il y a la SFI, la Banque mondiale, a indiqué un besoin de financement assez important. Mais en Afrique, on a des financements. On a pas mal, on a l'économie informelle qui, si elle se formalise, peut permettre d'avoir des ressources court terme, moyen terme et long terme, pouvoir accès à pouvoir multiplier et démultiplier les offres de financement. Donc en fait, c'est vrai qu'on a un déficit, on a besoin d'avoir recours à tout ce qui est bailleur de fonds, à tout ce qui est structure financière internationale comme la SFI, la Banque mondiale, et même on a des acteurs en fait de développement sous-régionaux comme la BOAD, la Banque de développement au niveau de la CBAO, qui existent, qui sont pas très bien connus, qui ont des outils qui s'adressent aussi bien au secteur public qu'au secteur privé, et qui ont des outils qui s'adressent aux grosses tontines, aux microfinances, aux maisons finances, pour pouvoir démultiplier en fait les financements qu'elles font pour ces PME et ces PME. Donc ça existe, il faut les multiplier, il faut les organiser, il faut aller plus loin, mais je demeure optimiste parce que je pense que on est au début de quelque chose, c'est pas facile, on a reculé, et il faut recommencer à avancer, et c'est vraiment ça la réalité, on n'a pas le choix. On doit démarrer, on doit commencer à avancer. Et il faut vraiment pouvoir créer un environnement de confiance. Vous avez dit quelque chose de très important tout à l'heure, M. Ouattara. Comment est-ce que nous allons amener ces PME à venir nous rejoindre, à vouloir se structurer, à vouloir être formés? Et là, l'une des questions, c'est de se dire, est-ce qu'au niveau des États et des gouvernements, les politiques, que ce soit les politiques fiscales, les politiques industrielles, les politiques économiques, est-ce que vous pensez qu'on se met vraiment ensemble, les différents acteurs, pour avoir des politiques qui soient assez cohérentes pour accompagner un secteur? Je vous donnerai un exemple, qui est celui du Cameroun. On a parlé de financements alternatifs parmi lesquels les politiques, et l'administration fiscale a décidé de proposer à l'Assemblée nationale qui l'a retenue, dans le Code général des impôts, l'imposition des tontines. Sachant que les tontines ne sont rien d'autre que le fruit de l'épargne. Alors, quand les PME observent cela, ça ne crée pas un climat de confiance. Et pour les personnes qui peuvent financer, il y a également un déficit de confiance. Donc, est-ce qu'en amont, vous pensez qu'on travaille suffisamment à avoir une certaine cohérence des politiques autour des PME? Non, c'est vraiment une problématique. Et en fait, on a vu au Cameroun et dans pas mal de pays en Afrique de l'Est, en Afrique australe, en Afrique de l'Ouest aussi, les États qui ont mis en place une imposition on recommandait à pas mal de petites TPE, PME, PMI aux individus d'avoir une épargne dans leur téléphone à travers la monnaie électronique. Et aujourd'hui, cette monnaie électronique commence à être taxée lorsqu'on fait des transactions. Donc, est-ce que c'est le bon signal qui est envoyé aux acteurs pour dire, oui, continuez à mettre votre épargne dans un porte-monnaie électronique, dans votre téléphone, et non pas sous votre matelas? Ou est-ce que taxer les tontines, c'est ce que le gouvernement camerounais proposait, c'est d'aider les tontines à mieux se structurer, et en les aidant à mieux se structurer, commencer à les taxer. Mais en fait, l'interprétation est vraiment erronée et n'arrive pas au bon moment parce qu'on a eu une réussite véritablement des tontines au Cameroun qui sont structurées, qui sont organisées, qui devenaient de plus en plus puissantes. Et certaines de ces grosses tontines ont pu même créer des microfinances ou des banques. Donc aujourd'hui, commencer à les taxer, c'est ne pas leur permettre, comme leurs prédécesseurs, de devenir en fait des structures plus formelles. Parce qu'elles attendent que dans un premier temps, on ne les taxe pas, on les laisse se développer, et qu'après qu'elles soient développées et mieux structurées, elles puissent permettre... Bon, c'est le serpent qui se mord la queue, ou avant de la poule et de l'œuf. Donc en fait, je pense qu'on est des États jeunes, et on est des États qui font parfois quelques erreurs qui permettent de choses, mais pour moi, je demeure quand même positif, et je pense que les discussions, en fait, ces tontines ont dit non, on pourra pas être taxé, parce que ça va nous faire
nourrir, on va être mort-né, et donc on a besoin qu'on nous donne un peu plus de temps. Je pense que la plupart des pays, en fait, après les échanges et les fortes réticences à imposer, en fait, les porte-monnaies électroniques, les tontines, les gouvernements ont compris qu'il fallait faire attention à certaines de ces problématiques. Mais aujourd'hui, ça démontre clairement, avec ces systèmes de tontines, ça démontre clairement, avec les portefeuilles électroniques, le succès d'entreprises dans le domaine de la monnaie électronique, qu'il y a une épargne qui dort, et qu'il y a une épargne qui peut être captée, et cette épargne peut permettre de développer nos économies, d'élargir en fait les palettes de services qui sont proposés en fait aux acteurs du secteur informel, aussi bien les financer, mais pas seulement les financer, mais leur permettre d'avoir une couverture sociale, leur permettre d'avoir une couverture médicale, leur permettre d'avoir une couverture retraite, leur permettre d'avoir une couverture pour les frais funéraires. Donc en fait, c'est toutes ces problématiques-là en fait que nos États essaient de mettre à plat, essaient de trouver une solution. Et c'est par exemple en Côte d'Ivoire l'instauration de la CMU où on essaie d'agréger, de faire entrer en fait tous les acteurs en fait avec une couverture minimale, avec un coût modéré, 1000 francs pour chaque individu, mais qui lui permet d'avoir un certain nombre dans les établissements, dans les structures de santé publique, de pouvoir se soigner et de ne payer que un ticket modérateur. 70% est pris en charge et la personne doit payer 30% du coût. Donc en fait, c'est ce genre de problématique qu'on essaie d'atteindre et qui essaie de nous faire sortir par le haut. Est-ce que c'est facile? Non, mais nos États essaient de mettre en place des systèmes, des problématiques qui permettent de tirer par le haut. C'est pour ça que c'est intéressant en fait de voir ce qui a marché dans certains pays, ce qui marche moins dans d'autres, et comment se servir de ces exemples, de ces leçons pour pouvoir avancer. Et pour moi, c'est vraiment le plus important. On doit avancer. On a énormément reculé sur l'industrialisation, sur l'éducation, sur la santé. Mais il y a un redémarrage qui est assez clair et assez net parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il faut qu'on avance et parce que l'Afrique a un potentiel. C'est une très belle conclusion sur cette thématique-là, M. Ouattara. On n'a pas le choix. Et c'est peut-être la seule option parce que nous n'avons pas encore la capacité de créer un marché de l'emploi. Et donc, nous devons pouvoir accompagner ces jeunes qui sortent tous les jours de nos universités ou de nos écoles pour qu'ils soient véritablement des promoteurs des entrepreneurs. Et ça va être véritablement la solution de la voie électrique. Mais restera toujours la question de l'électricité, la question de l'énergie, parce qu'une fois qu'on aura des entreprises et surtout des industries, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir l'alimenter et pouvoir être productif et compétitif? Déjà, à l'échelon de l'Afrique, vous avez parlé du CAP, comment on va faire le développement. Si, dans un pays, y compris dans cette zone de libre-échange, on est en mesure d'avoir des coûts de productivité qui soient moins importants que dans celui d'Afrique, ça va créer également une compétitivité qui ne sera peut-être pas soutenable pour certains des pays. Et donc, la question de l'électricité est plus centrale. Est-ce que vous pensez que les énergies renouvelables peuvent être une réponse? Pour moi, oui, les énergies renouvelables sont une réponse. Parce que la problématique, en fait, de l'énergie classique, les énergies fossiles, c'est que c'était des très gros projets. Et dans ces très gros projets, il y avait un coût de transport et de distribution qui était énorme. Ce que les énergies renouvelables permettent, c'est d'avoir des projets à taille humaine, des projets plus petits. Donc, en fait, le transport et la distribution, en fait, sont vraiment restreintes. Et aujourd'hui, on a des énergies renouvelables qui deviennent compétitives. Le solaire, le coût des panneaux baisse de plus en plus. Aujourd'hui, l'énergie solaire permet, à petite échelle, d'être aussi bon prix, aussi bon marché que l'énergie hydroélectrique, que l'énergie thermique. Et aujourd'hui, c'est ça la réalité. Donc, il y a des petits projets où on installe des panneaux solaires sur une maison, des panneaux solaires sur une école, des panneaux solaires sur une université, sur un hôpital. On n'a plus besoin de transporter cette énergie, on n'a plus besoin de la distribuer. Donc, on peut, au lieu, comme au Nigeria, d'avoir de l'énergie qui coûte cher, qui est polluante et qui fait pas mal de bruit, on peut avoir des panneaux solaires
On peut avoir de la biomasse. Aujourd'hui, en Afrique, on a la capacité, à travers les déchets agricoles, de produire de l'électricité. Et donc, c'est des petits projets. Et surtout, ces déchets agricoles se trouvent dans les zones rurales. Donc, on peut utiliser les déchets agricoles pour produire de l'énergie dans ces zones-là et pas de transporter sur des grandes distances et de distribuer ensuite. Donc, les énergies renouvelables sont capables de nous aider à dispatcher l'énergie un peu partout sur des régions éloignées des grandes centres-villes et de pouvoir avoir de l'énergie à un moindre coût. Et aujourd'hui, plusieurs petites organisations, petites structures ont permis de démontrer que c'est possible. On n'a pas le choix, il faut y arriver et les énergies renouvelables sont des voies et moyens. Et la Côte d'Ivoire, par exemple, a un potentiel biomasse énorme avec tous les déchets agricoles, aussi bien du café, du cacao, de la noix de cajou et de toutes les productions agricoles qu'on a, des fruits et légumes. Donc, il y a un potentiel agricole où on peut utiliser ces déchets pour produire de l'énergie et pour produire d'autres types du carburant. Donc, il y a une véritable réalité, le solaire. On est un continent qui est ensoleillé. Très souvent dans l'année, la majorité du temps, à part quelques jours où il pleut, mais même quand il pleut, après la pluie, on a du soleil. Donc, en fait, on a la capacité aujourd'hui d'utiliser ces bioénergies. Mais il y a une chose que Douti a dit et qui est importante, il faut des infrastructures. Parce qu'il faut installer cette énergie, il faut la mettre en place, il faut produire nos panneaux électriques, nos panneaux solaires sur place et non pas aller les prendre en Chine pour les transporter parce que ça coûte plus cher, parce qu'on n'a pas de maintenance et parce que généralement ils sont de moins bonne qualité parce que les bons panneaux solaires, ils les vendent sur les marchés beaucoup plus matures, ils ne les vendent pas forcément en Afrique. Donc en fait, on est dans cette problématique. Il y a aujourd'hui des usines en Afrique de l'Ouest francophone, des usines de production de panneaux solaires. Le premier pays qui a commencé à produire, c'est le Burkina Faso. Et c'est une technologie excellente, qui est l'une des meilleures technologies au monde. On produit des panneaux solaires au Burkina Faso. Il y a un projet en Côte d'Ivoire qui est en train de se développer pour la production des panneaux solaires. Donc, on peut produire des panneaux solaires sur place en important quelques composants de base à des prix abordables. Mais la question de la compétitivité est majeure. Si ces panneaux solaires ne sont pas capables d'être compétitifs par rapport aux panneaux solaires qui viennent de Chine, qui viennent de Dubaï, qui viennent d'Asie, qui viennent d'Europe et des États-Unis, on n'y arrivera pas. Donc, il faut que nos gouvernements apportent des aides, apportent des subventions et soutiennent ces industries pour pouvoir leur permettre de se développer, de s'externaliser et d'utiliser le potentiel de la ZLK, de l'UEMOA et de la CEDEAO. Et on peut y arriver, en fait, par ces voies-là. Très clairement, et d'autant plus important cette question encore du financement du TIM, que lorsqu'on parle d'absence d'électricité, ça influe également sur les populations rurales. Parce que lorsqu'on regarde dans le pays, la quasi-totalité des populations rurales souffrent le plus des délitages, d'absence d'électricité, et ça favorise l'exode rural. Et plus on aura cet exode rural, moins il y aura des personnes pour accélérer le potentiel agricole. Donc comment est-ce que les États africains peuvent mobiliser les financements agricoles? Bon, alors, en termes de financement, il y a aujourd'hui plusieurs fonds verts, des crédits qui sont faits donc, pour des projets de production d'énergie renouvelable. Voilà, donc, et ces fonds verts sont accessibles à tous les pays. Il y en a qui sont portés par la BAD, d'autres par la Banque mondiale, et bon, il y a d'autres fichiers qui existent. Mais je pense ici que au niveau de l'utilisation de ce financement, il faut peut-être qu'on soit un peu plus innovant. Bien entendu, dans un premier temps, on n'a pas le choix d'utiliser ce financement pour importer des panneaux solaires, pour construire des barrages hydroélectriques. Mais je pense que à côté de cela, une partie du financement peut être utilisée au financement d'une meilleure maîtrise de la chaîne de valeur des panneaux solaires. C'est-à-dire que plutôt que de prendre ce financement pour, on va dire, importer des panneaux pour construire un barrage solaire, c'est plutôt d'utiliser le financement pour construire une usine, et on retombe encore dans l'industrialisation, qui, dans un premier temps, ne pourra pas
veut dire être autonome. Il va importer des composants pour les assembler ici pour en faire des panneaux, mais déjà, il y a une valeur ajoutée qui se fait sur place. Déjà, ça améliore la compétitivité de l'électricité qui va être vendue in fine. Et progressivement, ça le fait comme les pays asiatiques, progressivement, aller de plus en plus loin dans la chaîne de valeur au point d'autonomiser totalement la production. Bon, bien entendu, ça peut être un peu compliqué parce que je pense qu'il y a du silicium qui intervient, on n'en a pas forcément sous la forme, on va dire, moins cher chez nous ici, mais dans tous les cas, même si on arrive à s'approprier ne serait-ce que 20% de la chaîne de valeur, on aura en face de l'électricité durable et comment on appelle et compétitive. Voilà. Donc, je pense que pour répondre à ta question, le fonds vert existe, ces financements sont disponibles, on peut les prendre pour faire ce qu'on fait déjà, mais peut-être que ce serait encore meilleur si une partie de ces financements est utilisée en amont de la chaîne de valeur qui permet de produire cette électricité au niveau de la vie. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est le crédit carbone. En termes d'émissions de gaz à effet de serre, on est plutôt, je veux dire, dans une position où on a un potentiel de crédit très, très élevé qu'on peut monétiser. Bon, mais là encore pareil, il faut s'organiser pour pouvoir monétiser cela. Voilà, bon, on a déjà commencé, comme tu le sais, à approcher certains États pour les aider à monétiser ce crédit carbone-là qu'ils ont, mais quelque part, ils ne savent pas combien ça représente. Il y a un cadre aussi qu'il faut créer pour cela. Il y a un cadre ESG qu'il faut créer. Il y a un cadre, il y a une politique qu'il faut définir afin donc de pouvoir déjà déterminer quel est le montant et ensuite à s'organiser pour pouvoir le vendre. Les financements qui peuvent être tirés de cela peuvent aussi permettre de financer justement les énergies renouvelables. Voilà. Merci beaucoup, M. Ouattara. Merci beaucoup, M. Nous arrivons au terme de ces échanges très intéressants. Mais avant de nous dire au revoir, si vous avez un mot pour le gestionnaire de politique publique et un mot pour le promoteur d'entreprise, une entreprise, c'est une entreprise, quel serait le mot pour chaque niveau? Pour les gestionnaires de politique publique, en fait, il y a plusieurs vastes chantiers qui sont en train de se mettre en place. Et pour moi, ils ont commencé, en fait, à amorcer pas mal de programmes, pas mal de politiques. Et ils doivent avoir le courage d'aller au bout de ces programmes et de ces politiques. Parfois en corrigeant les points faibles, en améliorant les points forts et en restant assez dirigiste et clair dans l'ambition qu'ils cherchent à atteindre. Parce qu'on n'a pas le choix, il faut y arriver. Maintenant, pour les promoteurs de PME, de TPE, il faut qu'ils se structurent, il faut qu'ils s'organisent. Des fonds sont disponibles, des financements sont disponibles dans tous les secteurs. Dans le secteur de l'industrialisation, de la petite transformation, dans le secteur des énergies, ils peuvent avoir des financements pour installer des petites solutions énergétiques, solaires, avec de la biomasse, pour pouvoir produire eux-mêmes leur électricité et prendre des crédits où ils paieront tous les trimestres de l'électricité qui leur revient moins cher. Certains utilisent, par exemple, en besoin de sources de chaleur, ils utilisaient du charbon et ils se rendent compte qu'en utilisant du gaz et en faisant des petits investissements, ça leur revient beaucoup moins cher. En Côte d'Ivoire, par exemple, le gouvernement ivoirien a investi massivement dans les programmes, en fait, de gaz butane et qui sont des programmes aujourd'hui où ça revient moins cher d'utiliser du gaz pour se chauffer, pour se nourrir, que d'utiliser du charbon, qui coûte beaucoup plus cher. Donc, en fait, aujourd'hui, il faut aller vers il faut se faire confiance et faire confiance aussi parfois à nos autorités. Parce qu'on doute de tout ce que l'autorité nous propose et c'est pas la solution. Les autorités sont là. Il faut les respecter et il faut essayer d'avancer avec elles. Il faut leur demander d'être responsables, d'être comptables, mais il faut avancer avec elles. On peut pas avancer contre elles parce que sinon on n'avancera pas.
Merci beaucoup, M. Ouattara. Oui, alors, si je devais dire un mot, on va dire, comment on appelle, c'est dosé, en fait. Hein. C'est-à-dire que faut pas qu'on considère qu'il y a une fatalité et qu'il faut, on va dire, s'accommoder, on va dire, de ce qu'il y a sans chercher à réimaginer le possible. Il y a pas mal de pays, on a souvent parlé tout à l'heure, là, des pays d'Asie du Sud-Est. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ces pays-là étaient exactement dans la même situation que nous, dans les années 60. Mais simplement, ils se sont dit, bon, ok, il y a ça qui ne marche pas, il y a ceci qui ne marche pas, il y a cela qui ne marche pas. Ailleurs, ça marche. Qu'est-ce que je fais? En m'appuyant sur les forces que j'ai et en corrigeant les faiblesses que j'ai. Donc, il faut oser cette réflexion-là. Et ensuite, bien entendu, il faut ensuite mettre en œuvre les réflexions qui sortent de là. Voilà. Et ça, c'est à tous les niveaux. Il y a les acteurs publics, il y a les acteurs privés. Puis bon, il y a nous ici pour accompagner comment on appelle, que ce soit les PME, que ce soit les États. C'est aussi de venir avec une autre vision des choses. Comment on appelle, fusionner cela avec la vision donc des entreprises, des États, des organisations bilatérales ou multilatérales, afin justement d'adresser ces problèmes auxquels nos pays africains sont confrontés. Merci beaucoup, Betty. Donc, un mot en trois dimensions, en trois volets. Le courage dans la vision, qu'elle soit politique ou qu'elle soit privée. Le courage dans l'adoption des politiques de mesures. Le courage dans l'exécution. Ça va être cela la clé dans l'essor du PME. Merci d'avoir participé à cet épisode et à très bientôt pour le prochain épisode de PwC Solve Affaires. Au revoir.